il est important que je vous dise que, au fait, si vous regardez l'histoire de la Guinée, aujourd'hui, il est très difficile de croire à une seule histoire. Comme on l'a dit, si on n'a pas une histoire, on finit par créer des histoires. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'évolution de notre pays, vous vous rendez compte que chaque organisation politique, chaque communauté, chaque région a sa vérité, a son histoire de la Guinée, qui diffère souvent de ce que vous pouvez entendre de l'autre côté. Et surtout, il est très important que qu'on se dise que lorsque vous regardez, dès l'instant où quelqu'un commence à vous expliquer l'histoire de la Guinée, il est important de lui demander l'histoire que vous expliquez, vous êtes de quel bord, qui étaient vos parents, comment ça se passait. Parce que c'est très important de les savoir. Et parce que tout a été transformé, chamboulé à un moment donné, et chacun a tiré les draps de son côté. De telle sorte que, quand vous me parlez tout de suite de l'histoire de la Guinée, vous me parlez de la place des martyrs et tous ces éléments, souvent je suis sidéré de voir des choses et de retrouver qu'il y a des personnes, et comme vous avez dit, si aujourd'hui on me dit le père de l'indépendance de la Guinée, le père dit non, c'est le PDG-RDA, ça me choque. Lorsque je connais une histoire qui dit que le PDG-RDA était l'un des derniers partis à accepter les noms. Alors qu'il y avait le BAZ qui se battait pour ces noms à un moment donné. Je le dis, et qui à un moment donné même a accusé le PDG de Sékou Touré de ne pas vouloir l'indépendance de ce pays. Mais qui après s'est approprié de la chose qui aujourd'hui, même à l'intérieur de ce parti, il crée carrément des fanatiques qui ne voudraient aucunement qu'on parle des autres dans le cadre de l'indépendance. C'est juste un élément que je voudrais sortir. Mais vous prenez simplement l'histoire actuelle, même ce qui se passe actuellement dans le pays. Quand vous sortez, vous faites quelque chose, quand vous voyez les gens parler de vous, ce que vous venez de faire, vous avez l'impression qu'on parle d'un autre film, qu'on ne parle pas de vous. C'est une réalité de ce pays-là. Et comme vous l'avez dit, ça a été entretenu à un moment donné par l'appareil étatique lui-même. Et lorsque vous parlez de cette question de réconciliation, de violence et tout, il y a des éléments qu'il faut se dire lorsque nous allons vers cette réconciliation. Au fait, la question vérité-réconciliation nationale a fortement été banalisée en République de Guinée. À tout moment, on crée une commission vérité-réconciliation, en réalité pour sortir de l'argent, et dont les résultats à un moment donné ne donnent absolument rien. Lorsque le CNRD a pris les pouvoirs, il y avait déjà des résultats de 2015-16. Lorsque vous regardez les assises nationales, les recommandations qui sont sorties, vous ne trouverez pas plus de 10 recommandations sur les 50 qui ont été données qui diffèrent des recommandations de 2015. Ça veut dire qu'on a sorti notre argent pour rien. On pouvait simplement partir des résultats de la réconciliation pilotés par des personnalités aussi importantes que nos personnalités religieuses qui ont donné des résultats et puis qu'on a mis à côté et on a créé nos assises nationales. Je suis certain d'une chose. Même si c'est responsable, non, je suis certain d'une chose. Les religions ont quand même une identité controversée, et puis par rapport à l'opinion publique. Je suis certain d'une seule chose. Cette réconciliation, aussi controversée que ceci était, a encore eu plus de participation, parce que ça a eu plus de temps et plus d'organisation, de méthodologie et de fonctionnement que les assises nationales, qui sont parties vite. Et aujourd'hui, les résultats qui se passent à partir de ces réconciliations nationales, il y a des éléments qu'il faut comprendre, qui est important de savoir. Au début de cette émission, il y a M. Silla, Dr Silla, qui était en train de nous donner les différentes options. Il est très important de savoir que aujourd'hui, le procès qui est en cours, c'est un procès qui va dans le sens de la réconciliation nationale. Vous êtes sûr? C'est un procès. L'objectif, disons l'objectif. Chaque fois qu'on est dans l'objectif de juger des crimes de masse, c'est pour arriver à une vérité. Et c'est à partir de cette vérité qu'on peut trouver une réconciliation. C'est refuser de faire l'amnistie sans savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout le monde regarde pour voir ce qui va se passer. C'est pourquoi vous suivrez. Chaque fois qu'une personne avertie vous parle de ces procès, il vous dira ce qui est très important, que ça ne soit pas bâclé. On voudrait bien savoir qu'est-ce qui s'est effectivement passé pour qu'on sache qui va pardonner qui et on va pardonner quoi.
Alors, lorsqu'on n'est pas à ce niveau-là, mais par rapport à cette question, il faut que je vous précise que la question du massacre du 28 septembre 2009 n'est pas la seule question qui, quand même, concerne l'histoire. Évidemment que... Est-ce que le fait de choisir simplement cette question du massacre de 2009 ne serait pas un problème? Parce qu'il y a d'autres événements majeurs qui ont frappé la République de Guinée. Monsieur Sékou Oumar Kamara. Oui, merci beaucoup. Effectivement, les événements du 28 septembre ne sont pas les seuls... exemple ou illustration de violations massives des droits de l'homme dans ce pays. Il y en a eu depuis pratiquement l'indépendance de ce pays. Mais là aussi, mon point de vue personnel, en fait, c'est que il y a des événements qui peuvent avoir une réponse judiciaire. C'est le cas des événements de 2009 qui sont pas si vieux que ça. Ce sont les événements qui sont passés ces 10 dernières années et tout ça. Ce sont des événements auxquels on peut chercher à apporter une réponse judiciaire. Comme on peut chercher aussi d'autres solutions. Ouais. Mais dans le cas de violations de droits de l'homme qui sont intervenues dans les années 60, 70, 80, aujourd'hui, dire qu'on va apporter une réponse judiciaire à ces événements-là, cela me paraît en fait impossible. Bien sûr. On ne peut pas dire qu'on peut organiser aujourd'hui un procès juste et équitable, par exemple, sur des événements qui sont passés le 4 juillet et les jours suivants, 1985. Oui. Bien sûr. Parce que probablement tous les acteurs sont déjà de l'autre côté. Parce que la question que les gens posent, monsieur Sékou, c'est de comprendre que même la logique du CNRD, le 5 septembre, est aussi questionnée par d'autres Guinéens. Bien évidemment. Et beaucoup de plaintes dans ce sens. Bien évidemment. Ouais. Ce sont des questions, si justement on est dans une logique, comme je dis, de promotion de vérité, de promotion des droits de l'homme et autres, ouais. On ne doit... Il n'y a pas de question tabou. D'accord. Il n'y a pas de question tabou. Alors, il n'y a pas de question tabou. Docteur Abdoulaye Sylla, c'est de comprendre un peu, est-ce que l'imposition à un certain niveau d'une vérité historique manipulée peut engendrer effectivement une véritable réconciliation? Parce que la question est encore autour de cette question de réconciliation. Notamment aujourd'hui, on se rend compte, récemment, la fête de l'indépendance, le 2 octobre, on a vu des célébrations... chacun de son côté, et chacun a présenté ses héros, ses vainqueurs. La question mémorielle se pose, notamment l'histoire. J'ai vraiment envie qu'on rentre sur cette question de l'histoire. Merci beaucoup, M. Condé. En effet, ces questions-là ont des sous-questions de fond. Et ces sous-questions-là, à mon sens, sont très, très importantes à régler. Ouais. Premièrement, vous parlez des événements du 28 septembre. Mais on est tous d'accord qu'il y a eu des crimes qui ont été commis avant et après ces crimes-là. Pourquoi commencer par ça? Est-ce que ça va se limiter à ça? Ça, c'est une première question. Une deuxième question. On est tous d'accord ici qu'il y a eu beaucoup de tentatives de réconciliation, de dialogue. Pourquoi ça aboutit souvent à un échec? Parce qu'il n'y a pas longtemps, nous, on avait débattu ici sur un cadre de dialogue permanent qui avait été créé ici en 2000, je ne sais pas, 20 ou 21. Et ça fait l'objet d'un débat ici. Mais ça n'a pas marché. Entre-temps, le coup d'État est intervenu avec les concertations et autres là. Mais pourquoi à chaque fois ça ne marche pas? Ça, c'est une question de fond. Et je pense qu'il y a lieu de réfléchir, de mener des réflexions sur ces questions-là. Pourquoi nos tentatives de réconciliation nationale ne marchent pas? Pourtant, il faut que le pays se reconstruise et reparte sur une nouvelle base. Troisième observation que j'ai à faire sur ça, c'est par rapport à notre histoire. Il y a des documents aujourd'hui qui existent, qui ne sont pas écrits par des nationaux, qui sont écrits par des étrangers. Et ces étrangers-là sont des chercheurs. Parfois, ils se déplacent pour aller in situ, pour recueillir des informations et des données en rapport avec le sujet. Ces documents-là, aujourd'hui, on doit les exploiter. Et quand je prends par exemple les 8 tomes d'André Levin. André Levin n'est pas guinéen. C'est quelqu'un qui a fait son doctorat sur... ça ne change rien qu'il peut... Oui, je finis, s'il vous plaît. Oui, c'est propre à tout chercheur. Quand vous cherchez, c'est une thèse. Vous démontrez ou vous tombez sur l'information de votre thèse. Mais c'est pour dire qu'il faut que nous acceptions d'avancer à un moment donné, après avoir réglé certaines questions de fond. Mais tant que les questions de fond ne sont pas réglées de manière objective, comme il disait tout à l'heure, si on veut mettre une commission vérité et réconciliation en place, cette commission-là, il faudrait que les acteurs s'entendent sur les éléments.
qui entrent en jeu dans le cadre de cette commission-là. La composition, la prise en charge des membres,